Chers camarades, bonsoir. Je suis le caporal Filigore Clodomir de Sostène, aide de camp et secrétaire personnel du commandant Tessier. Ancien porte-oriflamme et nommé amphitryon par celui-ci en charge de l'écriture du récit destiné au monde civil. Je vous souhaite donc la bienvenue dans notre humble bastion, le fort Saint-Sébastien. Ouvrez donc bien vos esgourdes et laissez-moi vous narrer l'épisode des plus glorieux qu'a connu notre chère et valeureuse cité, la bien nommée Bitche. Vous le savez certainement, c'est un imbroglio diplomatique connu sous le nom de l'affaire de la dépêche d'Ems qui mettra le feu aux poudres conformément aux vœux de l'ambitieux Otto von Bismarck, qui par ailleurs pense qu'une guerre franco-allemande s'avère nécessaire pour réaliser l'unité de l'Allemagne au profit de la Grande Prusse. Pardonnez-moi. Lorsque la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870, la Prusse dispose de 450 000 hommes bien entraînés, dotés d'un armement efficace avec une tenue peu voyante et pratique. Tunique bleu foncé, pantalon et bottes. Quant à l'armée française, malgré sa bravoure, elle n'est pas préparée à la guerre. Non. D'une tenue trop voyante, képi et pantalon rouge, guêtre de toile blanche, capote bleue, le soldat français présente une cible parfaite pour l'ennemi. Son fusil chasse-peau tire pourtant 2 fois plus loin que le fusil allemand et le canon chargé par la culasse est en bronze. Les faits prouveront par la suite que si les soldats des armées impériales ont magnifiquement servi la France, leur encadrement laissait souvent à désirer. Le commandant Tessier, à la tête de la place de Bitche durant les combats, en sera une exception. À la date du 1er janvier 1870, la citadelle abrite au début de l'année 53 canons, 4662 fusils et 1 399 416 cartouches, plus de 120 tonnes de poudre et 26 128 projectiles de gros calibre. Lorsque le conflit éclate le 19 juillet, il n'y a pas eu de ravitaillement supplémentaire à la forteresse. Peu de temps avant le conflit, le commandant Tessier, nouvellement arrivé à Bitche et nommé le 9 juillet 1870, s'est installé dans la mairie de la ville. Et avant de venir à Bitche, il était chef de bataillon d'un régiment d'infanterie à Thionville. Ce n'est qu'au début des hostilités qu'il transfère son domicile dans la forteresse, où la mise en place des canons n'a lieu qu'après la bataille de Fröschwiller-Wörth. Et ceci sous la direction d'un capitaine d'artillerie en retraite, le fameux capitaine Rossin. La cité militaire de Bitche est devenue le point de rassemblement du 5e corps français, placé alors sous les ordres du général de Failly. Le 18 juillet, la veille de la déclaration officielle de la guerre, la place forte abrite 17 bataillons d'infanterie ainsi que 2 régiments de la cavalerie. Le 23 juillet, le général de Failly transfère son quartier général de Bitche à Sarreguemines, laissant la place aux troupes du général Guyot de l'Espard avec sa 3e division composée des 17e, 27e, 30e et 68e régiments d'infanterie. Le 24 juillet, un détachement ennemi composé du 7e régiment de Uhlans allemand sabote la voie ferrée de Bitche-Sarreguemines à proximité du village de Bliesbruck, et ce, dans le but d'isoler notre ville.
Le 29 juillet, un premier accrochage a lieu à proximité du village de Breidenbach, à une dizaine de kilomètres au nord de Bitche. Il s'agit là d'une altercation entre une patrouille du 5e dragon allemand et une patrouille française. L'avant-garde française réagit immédiatement en établissant le 31 juillet des travaux de retranchement sur les hauteurs de Anvillers, village situé à 6 km au nord de Bitche. Le 1er août, des chevaux légers du major von Egloffstein et des hommes du 12e prussien, placés sous les ordres du major von Paris, ça ne s'invente pas, forment un groupe de 50 soldats à Eppenbrunn, village frontière allemande, d'où ils se dirigent vers la route de Bitche à Wissembourg. Ces éclaireurs allemands sont attaqués à Sturzelbronn par des éléments de l'infanterie française et doivent battre retraite en direction de Ludwigswinkel en empruntant les chemins escarpés par la ferme de Mühlenbach. Un hussard allemand est capturé alors qu'il soigne son cheval blessé. Le général de Failly est informé de la prise de la ville de Wissembourg par les Allemands et de la progression de la 3e armée allemande. Il lui est alors ordonné de rassembler toutes ses troupes à Bitche. Suite à ces directives, la division Lespard, qui s'était avancée jusqu'à proximité de Pirmasens dans le Palatinat, se retire à nouveau sur Bitche le 2 août. Le général de Failly arrive alors à Bitche avec le reste du corps dans la soirée du 5 août 1870. Au matin du 6 août, un ordre du maréchal Patrice de MacMahon enjoint aux troupes bitchoises d'envoyer sans délai une division dans le village de Philipsbourg, à 17 km au sud-ouest et à la limite de l'Alsace. Les hommes devront de là rejoindre la ville de Wissembourg le lendemain avec le reste du corps. C'est ainsi qu'au matin du 6 août, la division Lespard quitte la place de Bitche pour se rendre à Philipsbourg où elle apprend la défaite française de Wörth survenue ce jour même. Cette mauvaise nouvelle est d'ailleurs télégraphiée à Bitche par le chef de gare de Bannstein vers 17 h. Progressant encore de quelques kilomètres dans la vallée encaissée vers Niederbronn-les-Bains, la division française prend finalement position sur les hauteurs, à droite et à gauche de la petite station thermale. Ces troupes d'observation seront entraînées dans la retraite par les survivants de l'armée du maréchal de MacMahon vers Saverne et vers Bitche avec quelques milliers de rescapés du premier corps. La brigade Fontange prend la direction de Saverne, tandis que la brigade Albatucci se dirige vers la cité fortifiée de Bitche. À ce moment-là, la garnison bitchoise est composée de 800 soldats du 86e, de 250 artilleurs de réserve, de douaniers, de gardes mobiles bitchois, d'isolés, d'éclopés, de lignards, de cavaliers, de fantassins, de zouaves et de rescapés de la bataille de Froschwiller. En fait, cette troupe hétéroclite représente exactement pas moins de 72 régiments divers. Au nombre de 2400, ces valeureux soldats se sont réfugiés en partie sur la citadelle et dans le camp retranché mis en place devant le fort Saint-Sébastien où nous sommes actuellement. L'armement à leur disposition est composé de 53 canons, dont 17 seulement sont utilisables. Contrairement aux troupes prussiennes ennemies, les militaires français retranchés à Bitche n'ont pas encore de fusils chasse-peau, mais de vieux modèles à tabatière. À Bitche, le général de Failly avait vainement attendu des ordres, après avoir été informé des combats s'étant déroulés près de l'hôpital dans les environs de Forbach.
de Wörth au sud-ouest. Au soir du 6 août, il prend finalement la décision de quitter la ville de Bitch pour la Petite Pierre en proche Alsace avec 2 divisions laissant les trains à Bitch. Le commandant allemand, supposant à ce moment-là que le maréchal de MacMahon s'est retranché dans la place bitchoise, ordonne à la 12e division allemande, placée à côté de Pirmasens, de progresser vers Bitch. Durant son avance, elle reçoit des informations par des éclaireurs qui ont atteint les villages de Haspelshit et de Sturzelbronn, situés au nord-est de Bitch. Les Allemands constatent alors, dans la nuit du 7 au 8 août 1870, que des soldats français en déroute traversent les villages d'Egelsart et que de nombreuses unités bivouaquant à Bitch se sont retirées vers le sud. Mais lorsque le 4e escadron du 5e régiment de dragons allemands s'approche de la citadelle dans la journée du 8 août, il est immédiatement pris pour cible par les pièces d'artillerie françaises de la forteresse et a à déplorer 4 morts qui seront enterrés provisoirement dans le cimetière de Haspelshit ainsi que 5 blessés. L'escadron allemand bat alors très vite en retraite. Le même jour, une brigade d'artillerie du 2e régiment bavarois est envoyée vers la ville de Bitch. Après être montée sur la colline du Kindelberg et après avoir lancé quelques tirs d'obus sur la citadelle, elle essuie une vive riposte française. Un artilleur bavarois est tué et 4 autres blessés. La pièce d'artillerie détruite, les Bavarois battent aussitôt en retraite. La résistance des soldats bitchois neutralise ainsi les principales voies de communication, ce qui gêne considérablement la progression des troupes allemandes. Le 2e corps bavarois se rend alors dans le village de Lemberg en empruntant des chemins forestiers par la colline du Hochkopf, après avoir laissé un bataillon d'infanterie et un escadron de chevaux légers en observation à proximité de Bitch. Quant à la 12e division allemande, venant des environs de Pirmasens, elle gagne le même jour les villages de Lengelsheim et de Schorbach, après avoir emprunté l'ancienne route romaine de Waldspronn à Schorbach par les hauteurs de Bouswiller et de Anvillers, surplombant la vallée de la Horne. Le 9 août, cette division quitte les villages de Lengelsheim et de Schorbach pour se rendre à Petit-Rederchin, où le prince Frédéric Charles est arrivé la veille avec son 4e corps à partir de Wolminster, dans le but de couper la route au maréchal Patrice de MacMahon que les Allemands supposent toujours dans la bonne ville de Bitch. Le 11 août, les troupes allemandes d'observation laissées près de la ville de Bitch sont relevées par le 1er bataillon du 7e régiment d'infanterie bavarois, chargé de protéger les ambulances militaires de Reichshofen et de Niederbronn-les-Bains et chargé d'envoyer des patrouilles d'observation à Bitch. La citadelle et le camp retranché n'abritent plus à ce moment-là que 2400 hommes. Pour éviter que les troupes rescapées des batailles défaites de Wörth et de Forbach ne propagent des rumeurs démoralisantes parmi ses propres troupes réfugiées dans la citadelle et au sein de la population bitchoise, le commandant Tessier ordonne alors de regrouper les soldats au fort Saint-Sébastien et dans le camp retranché aménagé au pied de ce fort. Pour affermir le moral de ces soldats à la citadelle, Tessier leur explique l'importance stratégique majeure de la place de Bitch en cas d'une retraite allemande. Se rendant compte que les troupes françaises stationnées dans la cité bitchoise gênent par trop sa stratégie et sa progression qui étaient victorieuses jusque-là, le commandant allemand crée alors un détachement spécial à Germersheim, au nord de Karlsruhe, afin de réduire la résistance de la place de Bitch.
Ce détachement compte 1850 hommes et est formé par des membres du 2e bataillon du 4e régiment d'infanterie bavarois, du 29e bataillon de réserve, d'un officier et de 8 cavaliers avec 4 canons de 12 livres à 44 coups et à obus incendiaires. Placé sous les ordres du colonel Kellermann avec 112 chevaux et 13 véhicules, ce détachement arrive dans la petite ville thermale de Niederbronn le 22 août et fait aussitôt sommation au commandant de la citadelle en lui demandant instamment de rendre la place. Dans la nuit du 22 août au 23, les Bavarois installent avec grande peine une batterie d'artillerie sur la colline du Grand Otterbiel, située à 1100 mètres au nord de la citadelle. Cette colline présente en effet l'avantage de se trouver à la même altitude, 366 mètres, que la colline du Schlossberg, où se situe la citadelle. Au matin du 23 août, les assiégés de la place sont réveillés par des explosions. Le 3e obus tombe sur la grosse tête de la citadelle, et plus exactement sur la prison du fort, où se trouvent enfermés plusieurs prisonniers allemands, dont l'un est blessé. Les tirs allemands se poursuivent 2 heures durant, faisant s'abattre sur la citadelle 52 obus à fragmentation et 25 obus incendiaires. Comme il n'y a aucun résultat à la riposte de la citadelle, le colonel Kellermann fait stopper le feu à 7 heures du matin et envoie un parlementaire, que j'ai reçu, pour demander une nouvelle fois au commandant Tessier de se rendre. Celui-ci réitère une fois de plus son refus et son obstination héroïque. Le commandant allemand, Kellermann, comprend alors qu'il lui faudra une artillerie plus puissante pour parvenir à réduire la place bitchoise. Se retirant dans un bivouac situé entre les villages de Lengelsheim et Anvillers, il décide d'y attendre la livraison d'un armement plus efficace avant de poursuivre les offensives. Notons toutefois que la riposte française à ce bombardement matinal, violent et inattendu, fait toutefois subir des pertes à l'assaillant allemand. Un officier et 2 servants sont ainsi blessés par les tirs français. Du 23 au 27 août, l'activité allemande se réduit alors à des travaux d'approche dans le bois des côtes de la Rosselle. Les soldats bavarois creusent à ce moment des retranchements et installent des positions d'artillerie. Le commandant Louis-Casimir Tessier décide alors de harceler l'assaillant. Dans la nuit du 29 au 30 août, à 2 heures du matin, 400 soldats français quittent le camp retranché en 3 colonnes pour harceler les positions allemandes installées au sud de la route de Sarreguemines sur le plateau de la Rosselle dominant la ville à l'ouest. Cette diversion permet aux soldats français de détruire des emplacements destinés aux pièces allemandes et de tirer sur les différents bivouacs de ces derniers. Le 31 août, 2 parlementaires allemands se présentent à nouveau au pied de la citadelle avec des journaux destinés à démontrer aux assiégés l'inutilité de leur résistance au vu de la situation générale et de la progression de l'armée allemande. Sur les ordres du commandant Tessier, le lieutenant Mondeli les fait une fois encore et conduire. Ce même jour, les troupes allemandes reçoivent des renforts avec l'ordre de réduire définitivement la place de Bitch. Encouragés par le succès de leur sortie précédente, les soldats français livrent alors une légère escarmouche le 1er septembre à 16h30, à proximité de la route de Sarreguemines. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, le commandant Tessier fait exécuter une autre sortie de diversion à partir du camp retranché. 800 soldats se divisent en 3 groupes distincts avec les missions suivantes.
La colonne de droite doit fouiller les bois, attaquer les troupes allemandes et occuper les positions sur la Rosselle au nord de la route de Sarreguemines. La colonne du centre est chargée de neutraliser les 3 fermes du Freudenberg, du Simserhof et du Légeré, situées sur le plateau. La colonne de gauche doit harceler les Allemands en effectuant un mouvement tournant au sud de la route de Sarreguemines. Mais les soldats allemands sont sur leur garde. L'effet de surprise échoue et le combat qui suit dure 3 heures, obligeant finalement les Français à battre en retraite. Les pertes bavaroises s'élèvent à 9 soldats, 2 officiers et à 29 blessés, alors que les soldats de Tessier déplorent 9 tués, 62 blessés et 30 hommes faits prisonniers par les Bavarois. Ces violents combats ont lieu à l'endroit appelé Milchenbach, à gauche de la route de Sarreguemines. Le quartier général allemand se trouve d'ailleurs non loin de là, dans la ferme du Freudenberg. Ce jour est pourtant un jour de joie pour les troupes allemandes, qui apprennent la défaite de Sedan. Quant au commandant Louis-Casimir Tessier, il est informé de la débâcle de Sedan le 2 septembre par un émissaire venu de Metz. Pour ne pas briser le moral de ses troupes et de la population civile bitchoise, il préfère taire la nouvelle. Le lendemain, le 1er bataillon du 8e régiment d'infanterie bavarois vient renforcer les assiégeants. Venus de Germersheim, il se fractionne par moitié entre les villages de Schorbach et Reyerswiller, tandis que le bataillon du 4e régiment d'infanterie se réunit au centre de la ligne, aux fermes du Simserhof et du Légeré. De l'artillerie lourde est placée à la Tuilerie de Hautevillers, la place de Bitch est maintenant isolée et entourée complètement par des bataillons ennemis. Le 5 septembre, les soldats allemands reçoivent un renfort de 16 pièces de 12 livres et 4 pièces de 6 livres, avec 200 obus par pièce. Le bombardement de Bitch se fait alors imminent. Le 6 septembre, les troupes allemandes prennent les positions suivantes. Le 1er bataillon du 8e régiment d'infanterie bavarois s'installe près de la route de Bitch-Allenberg et crée des postes à Reyerswiller. Le 5e, 7e et 8e compagnie du 4e régiment d'infanterie s'installe sur la route de Sarreguemines à la ferme du Légeré. Le 3e bataillon du 4e régiment d'infanterie prend place à la ferme Suzel ou encore Suzelhof, près du village de Schorbach. Le 3e bataillon de la 8e régiment d'infanterie reste en réserve à la ferme du Simserhof. 8 cavaliers patrouillent en permanence pour observer les différentes routes partant de la cité bitchoise vers les villes de Zweibrücken, Wissembourg, Haguenau. Les troupes allemandes installent à ce moment 6 batteries avec 300 obus chacune entre le 6 et le 11 septembre, alors qu'une forte pluie tombe sans interruption. Les effectifs allemands comptent alors 3788 hommes et 24 pièces d'artillerie. Ces pièces sont regroupées en 6 batteries, situées de la façon suivante afin d'encercler la place de Bitch. Une première se situe au nord-est du village de Reyerswiller, à la lisière du nord-est de la colline du Schimberg, recouverte de forêts et distante de 1700 mètres de la citadelle. 1700 mètres, oui. La seconde se trouve sur la route de Reyerswiller et à 1800 mètres de la citadelle. 3 autres batteries occupent la colline et le plateau de la Rosselle, entre le chemin de Reyerswiller et la route de Sarreguemines, donc à 2000 mètres de la place. La dernière batterie est placée à la lisière de la forêt du Schissek, à 500 mètres au nord de la route de Sarreguemines. Les emplacements des pièces d'artillerie dominent d'environ 30 mètres d'altitude le sommet de la citadelle. Le bombardement peut donc commencer.
Le 11 septembre 1870, les premiers bombardements débutent sans avertissement à 10 heures du matin, avec 24 pièces qui se mettent à cracher le feu. La citadelle réplique aussitôt avec ses 14 canons et les échanges de tirs se poursuivent de la même manière presque toute la journée. Près des bâtiments embrasés sur la citadelle, les canons français cessent de répliquer vers midi, alors que les artilleurs allemands continuent leurs tirs jusqu'à 23 heures. Oui, 23 heures. Ces tirs reprennent même dans la nuit, ce qui force la citadelle à répliquer jusqu'au matin du 12 septembre à 9 heures. Les canons allemands poursuivent leur bombardement sur le camp retranché aménagé derrière le fort Saint-Sébastien et à partir de 18 heures. Les canonniers allemands, excédés par la résistance bitchoise, reçoivent l'ordre de bombarder les maisons civiles de la petite ville qui demeurait épargnée jusque-là. La vision devient alors dantesque. Les bâtiments sur la citadelle et les maisons enflammées de la ville illuminent la nuit, alors que le ciel rougeoyant est obscurci par des nuages de fumée. En ville, au moins 70 maisons s'embrasent, ainsi que la mairie. Le lendemain, le 13 septembre, M. Lautenschlager, maire de la ville, demande au commandant Tessier de suspendre momentanément les tirs d'artillerie afin de solliciter auprès du colonel Kellermann, le chef des assiégeants, la permission pour les habitants qui le désirent de quitter la ville assiégée. Le colonel Kellermann refuse tout d'abord, puis déclare que la population qui partirait le ferait sous sa propre responsabilité. Le commandant Tessier prend alors des dispositions afin de permettre l'évacuation. Il n'est en effet pas mécontent d'économiser ainsi des vivres qui pourront être utilisés par ses troupes rationnées. En ce 13 septembre 1870, un certain nombre de Bitchois quittent la ville pour s'installer dans les villages environnants, principalement dans les localités de Mutterhus et de Berenthal, mais aussi à Lemberg, Götzenbrück, Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches, Aspelshit et Egelsart. Après le départ de ces volontaires, comprenant le maire Lautenschlager et monsieur l'archiprêtre, le commandant Tessier désigne une commission municipale présidée par monsieur Lamberton afin d'administrer la cité. Il faut pourtant noter un fait très important. Les militaires allemands repoussent à l'intérieur de la ville un groupe de malades touchés par la variole, peut-être dans l'intention de contaminer ainsi la garnison récalcitrante. Les tirs reprennent alors le 14 septembre sur la citadelle, sur la ville et le camp retranché. Une épaisse fumée flotte en ces jours au-dessus de la vallée soumise à ce bombardement continu. Un drame faillit se produire ce jour-là sur la citadelle. Un bâtiment prit en effet feu. Situé sur la grosse tête, il abritait une casemate contenant près de 10 tonnes de poudre en baril. L'incendie est maîtrisé in extremis. Et il est aisé d'imaginer ce qui aurait pu se passer si la poudre avait pris feu. Les obus, continuant à tomber nuit et jour sur la citadelle, les soldats français perdent la notion du sommeil. Les vivres sont rationnés, l'incendie et la fumée prend les hommes à la gorge. L'eau du puits devient trouble et les hommes réfugiés dans les souterrains n'entendent plus que le bruit sourd des obus qui explosent en surface et les cris des bêtes qui se trouvent dans les souterrains. Ceux-ci abritent non seulement un hôpital,
mais aussi des toilettes, des chambres pour les officiers, des salles pour les troupes, une boulangerie, une boucherie, un puits, une étable, des magasins de vivres. Les 16 et 17 septembre. Les Allemands utilisent 4 nouvelles pièces de campagne pour bombarder Bitch. Elles sont installées à la lisière de la forêt du Rotenstieg et sur le terrain situé entre les collines du Grand Est et du Petit Otterbiel. Les bombardements ralentissent à partir du 18 septembre, ce qui n'empêche pas les pièces françaises de riposter en permanence. Le 19 septembre, le commandant Tessier décide de porter la ration de riz à 40 grammes par tête et par jour. Dans la soirée du 20 septembre, les Allemands stoppent progressivement leurs tirs. Un parlementaire vient annoncer à Tessier que la République est proclamée à Paris et que Guillaume Ier se trouve sous les murs de la capitale. Tessier renvoie le parlementaire après avoir déclaré qu'il désire des preuves. Le bruit des canons cesse le 21 septembre. Les tirs sur la citadelle et sur la ville de Bitch ont duré exactement 10 jours et 10 nuits. Le bilan de ce bombardement est très lourd. Les 7100 projectiles allemands qui s'abattirent sur Bitch et sur sa citadelle semèrent la mort et la destruction sur les 390 maisons que compte la ville. 121 bâtiments sont entièrement détruits et 184 autres partiellement endommagés. 135 foyers bitchois perdent leur maison. Quant à la citadelle, tous les bâtiments, sauf la chapelle, sont détruits par les obus incendiaires. L'arrêt des bombardements allemands est motivé par un ordre du général-gouverneur d'Alsace, le comte de Bismarck-Bohlen, qui se rend compte que le siège et le bombardement coûtent trop de matériel et immobilisent trop de troupes. Sur son ordre, les pièces allemandes sont enlevées le 25 septembre. À partir du 25 septembre, le véritable blocus de la ville de Bitch se met progressivement en place. Les Allemands se bornent à observer l'activité de la petite cité. Ils bloquent les routes d'accès de Niederbronn et de Lemberg en installant des baraquements derrière le Pfaffenberg et la Schwangenbach, tout en effectuant des patrouilles au nord et à l'ouest de la ville. Le résultat des violents bombardements et du siège ne se fait pas attendre. Une épidémie de typhus et de variole se déclare rapidement au sein de la population civile déjà très éprouvée. Le commandant Tessier organise alors le transport par des ambulances avec l'aide des femmes de la ville et des très dévouées sœurs de la charité. Il improvise également un hôpital au collège des Augustins et un drapeau blanc est hissé au-dessus de l'institut transformé en hôpital militaire tenu par les religieux. La tactique des troupes françaises assiégées est dorénavant de harceler les soldats allemands par des patrouilles extérieures. Bien que ceci ait fait afficher en différents endroits des pancartes bilingues disant que toute action et toute tentative de ravitaillement de la place serait punie par la mort. La ville est tout de même ravitaillée de jour et de nuit par les habitants des villages voisins, et même par des femmes et des enfants qui y apportent des vivres. 4 compagnies françaises effectuent une sortie de diversion dans la nuit du 29 septembre et repoussent des travaux d'approche allemands sur la route de Sarreguemines. Une autre sortie, le 2 octobre, aboutit à l'incendie de la ferme du Freudenberg au cours d'une escarmouche qui fait 6 tués français, 6 tués allemands et 6 blessés allemands. D'autres sorties sont également effectuées
vers la route de Wissembourg, vers la Sens au Loup ou Volksgarten, ainsi que vers la route de Phalsbourg. Le 7 octobre, un nouveau parlementaire allemand se présente à la citadelle. Le commandant Tessier charge alors l'adjudant de la place de le faire éconduire avec pour seule réponse: toute démarche est inutile, nous ne nous rendrons pas. À Sarreguemines et à Niederbronn-les-Bains se créent alors des comités de soutien qui réunissent à faire parvenir des lits, des matelas, des vêtements et des vivres à la population civile bitchoise. Ce blocus devient encore plus rigoureux par l'arrivée de la pluie et de la neige. Au début du mois de novembre, l'adjudant Mondély parvient à s'évader de Bitche pour se rendre à Tours et procurer la solde à la glorieuse garnison. Pour adoucir le sort des troupes qui campent sous des tentes au camp retranché installé au pied du fort Saint-Sébastien, des wagons sont enlevés à la gare de Bitche et transférés dans ce camp de fortune afin de servir d'abri aux soldats transis. Une situation assez étrange s'installe dans la ville assiégée et particulièrement démolie. Sur la requête de la population, soutenue par la création d'un comité de défense, les portes de la ville sont ouvertes de 7 h du matin à 17 h, laissant une vie presque normale se développer sous les yeux des observateurs allemands. Pour soutenir le moral de la garnison, Tessier a même organisé une fanfare grâce à des instruments de musique découverts dans les caisses du magasin de la citadelle. Lors du retour de Tours de l'adjudant Mondély le 18 novembre 1871, de nombreuses promotions sont rapportées aux assiégés. Le remaniement du régiment est alors fait avec le bataillon des assiégés et les autres troupes de la ville. Le nouveau 54e régiment d'infanterie, avec 10 compagnies de 160 hommes chacune, est créé. Afin de payer la garnison, Tessier a envoyé une requête au consul de France à Neuchâtel en Suisse. Il obtient ainsi la somme de 50 000 francs fin novembre. C'est à ce moment-là que 25 officiers français quittent Bitche pour rejoindre des troupes à l'intérieur de la France, ce qui laisse la ville en ce début du mois de décembre 1870 avec 79 officiers et fonctionnaires, 2800 soldats, 2 officiers et 160 soldats dans les abris sanitaires et 1347 personnes civiles. Cette population globale de 4334 personnes, bien qu'assiégée par les Allemands, réussit à vivre presque normalement grâce à l'approvisionnement régulier par des villages environnants. À la fin du mois de janvier 1871, un journal parvient aux assiégés leur apprenant la reddition de la ville de Paris aux mains des Prussiens. Malgré cette nouvelle accablante, le drapeau français continue de flotter fièrement au sommet de la citadelle. L'armistice du 28 janvier 1871 ne modifie en rien la situation de la cité. Un nouveau parlementaire allemand vient annoncer officiellement la conclusion d'un armistice le 1er février. Le commandant Tessier rejette cette nouvelle comme étant sans valeur pour la garnison bitchoise. Le 5 février, de nouveaux parlementaires apportent un pli cacheté qui contient la copie française du traité. Tessier peut constater que Bitche est devenue la victime des divergences des 2 autorités gouvernementales existant, l'une à Paris et l'autre à Bordeaux, puisqu'elle est tout simplement oubliée. Sur ces entrefaites, Mondély, nouvellement nommé capitaine, est chargé par Tessier de chercher des instructions officielles à Bordeaux, où il arrive le 17 février.
Le capitaine Mondeli revient ainsi à Bitche avec une lettre du ministre français de la guerre. Le 7 mars, le commandant Tessier expose alors la situation à ses troupes et aux habitants de la ville assiégée. L'évacuation des troupes françaises est décidée. Dans la soirée du 9 mars, un nouveau parlementaire allemand apporte à Tessier un autre ultimatum, envoyé par le comte de Bismarck-Bohlen et transmis par le colonel Kellermann, qui est, je vous le rappelle, le chef des assiégeants de Bitche. Vous vous en doutez, Tessier refuse toute directive allemande et réclame des instructions émanant du gouvernement français, le seul ayant autorité sur lui et ses hommes. Il a déjà fait démonter et transporter des pièces de 12 et de 24 de la citadelle jusqu'à la gare, afin de les ramener en France et de les soustraire aux troupes allemandes. Le 9 mars, le conseil municipal bitchois décide de faire confectionner et livrer aux défenseurs de la ville un drapeau français portant l'inscription « La ville de Bitche à ses défenseurs ». 8 août 1870, 12 mars 1871. Et c'est à la date du 11 mars qu'un codicille français qu'un codicille concernant Bitche est signé à Ferrières en Seine-et-Marne. Mais le gouvernement français néglige d'en informer la ville. Le 12 mars, un parlementaire allemand vient présenter au commandant Tessier une lettre de Jules Favre par laquelle il lui est ordonné d'évacuer Bitche avec les honneurs de la guerre. Dans le gouvernement de la Défense nationale, Favre devient vice-président et ministre des Affaires étrangères sous la présidence du général Trochu, chargé de la tâche pénible de négocier la paix avec l'Allemagne victorieuse. Il se révéla moins adroit comme diplomate qu'il avait été comme orateur et commis plusieurs bévues irréparables. Sa déclaration célèbre du 6 septembre 1870, selon laquelle on ne céderait à l'Allemagne pas un pouce de nos territoires, pas une pierre de nos forteresses, fut un morceau d'éloquence auquel Bismarck répliqua le 19 en déclarant à Favre qu'il faudrait céder l'Alsace et la Lorraine comme condition de paix. 3 jours plus tard, le 15 mars, une cérémonie a lieu au camp retranché. Le drapeau confectionné par la ville est remis à Tessier devant les troupes au garde à vous et qui défilent peu après devant les représentants de la municipalité. À cette même occasion, le commandant Tessier reçoit une couronne de laurier de la part d'un comité de dames de Niederbronn-les-Bains. Dans le but de trouver l'argent nécessaire pour la mise en route de ces troupes et pour soustraire l'équipement de la citadelle, Tessier ordonne de détruire la poudre qui reste et fait démolir portes, fenêtres et grilles en fer du pont-levis et d'autres ouvrages pour les vendre à l'usine métallurgique de Niederbronn. Il procède de même avec les excédents de vivres. Cela lui rapporte la somme de 100 000 francs pour procéder à l'évacuation imminente. Les détails de celle-ci sont discutés le 22 mars entre les délégués de Tessier et de Kellermann dans une maison située au-delà de la voie ferrée sur la route de Strasbourg. Mais, cette entrevue aboutit à un échec. Un désaccord régnant sur les modalités de l'évacuation. Le colonel Kellermann fait une sommation à Tessier. Si la garnison française n'évacue pas la ville, elle sera considérée comme usurpatrice du territoire allemand.
Des pièces de gros calibre sont amenées par les Allemands jusqu'à Bitche pour intimider Tessier et lui signifier ainsi une éventuelle reprise des bombardements. Le gouvernement français télégraphie alors à Tessier de quitter la ville avec les honneurs de la guerre. Entêté, ce dernier récuse le terme puisqu'il n'y a pas eu de capitulation bitchoise. Non. Tessier prétend que depuis le 11 mars 1871, il ne peut être traité en prisonnier et que les Allemands se doivent de le reconnaître en mission à Bitche. Les Allemands demandent en fait l'évacuation de la citadelle sans leurs armes et la mise à disposition de Tessier au chef des troupes allemandes à Lemberg. L'arrêt des pourparlers va avoir des conséquences concrètes et fâcheuses lorsque Mondély réussit à nouveau à contacter Gambetta à Bourges. Ce qui décide Tessier à procéder à l'évacuation de la ville. Finalement, le 25 mars, la garnison armée quitte la ville en emportant le drapeau confectionné par les habitants pour les défenseurs de leur ville. Les troupes de Tessier quittent Bitche par la voie ferrée. Elles passèrent par Haguenau, Saverne, Sarrebourg, Lunéville, Gray, Dijon pour rejoindre leur nouvelle affectation à Nevers. Quant à Tessier, nommé lieutenant-colonel, il reste à Bitche pour la passation officielle de la citadelle et ne quitte la ville que le 3 avril 1871. Le 26 mars, les troupes allemandes pénètrent à Bitche par la porte de Phalsbourg, où le commandant Tessier remet les clés de la place au colonel Kollermann. Il faut mentionner un fait très significatif, mais très important pour décrire l'état d'esprit de la population bitchoise à ce moment-là. Le jour précédant l'entrée allemande, le maire de Bitche, M. Lamberton, a demandé à ses concitoyens de ne pas huer les Allemands par crainte de représailles. Après avoir été française depuis 1766, la ville de Bitche devient allemande. Le bilan humain du siège de la ville est de 19 morts allemands qui sont enterrés dans les cimetières de Reyerswiller, de Schorbach et dans une fosse commune appelée le Bayerngrab au-dessus de ce village. Les Bavarois doivent compter également 62 blessés dans leur rang. Il faut ajouter 4 soldats bavarois tués et enterrés à Spelschit. Quant aux pertes françaises, les chiffres ne sont pas définis exactement. 96 soldats français décédés en ville sont enterrés à côté de la chapelle de l'étang dans le jardin de l'hospice Saint-Joseph. Les victimes tuées à la citadelle ne sont pas connues de façon précise. Le 86e régiment d'infanterie français, qui a occupé la citadelle, a déploré 21 soldats tués dans les ambulances ou hôpitaux de fortune. En outre, la multitude des régiments qui représentent les troupes assiégées de Bitche compte 72 autres soldats appartenant au 17e, 27e, 30e, 46e, 68e, 84e, 88e et 86e régiment d'infanterie, au 9e et au 16e chasseurs, au 1er régiment de tirailleurs algériens, au 2e régiment de zouaves, au 1er régiment du génie, au 3e et 5e régiment de hussards et au corps des douaniers. Les soldats français tombés sur la citadelle sont enterrés dans les fossés. La population civile a à déplorer 6 morts. Chiffre relativement faible par rapport à l'importance des dégâts subis. Il est à noter que la défense militaire de Bitche par le commandant Tessier
fait sensation dans les milieux militaires français, suscitant un intérêt considérable dans l'instruction militaire au point de figurer longtemps au programme d'études de l'École supérieure de la guerre. Je vous remercie. Frank